Salut les joueurs, salut les joueuses, très heureux de vous retrouver. Amis internautateurs et internautatrices, gens de Facebook d'ici ou d'ailleurs, que vous soyez en live ou en différé, pour la simple et bonne raison que je me trouve, tel le petit scarabée que je suis, dans la position à devoir, entre guillemets, presque m'incliner comme ça, nous allons papoter avec Monsieur Claude Leroy. Salutations Claude. Bienvenue dans cette émission. Je me trouve un petit peu, voilà, c'est pour ça que je le disais, hein, tu vois, un petit peu, je ne sais plus trop où me mettre parce que de JGS, pour ceux qui connaissent, en passant par Jacques Taléa, voire d'une certaine façon un destin lié un petit peu à Blue Orange dans la personne de Timothée Leroy. On a le droit de dire le lien de parenté qu'il y a avec toi? Oui, ce n'est pas un fils caché. Je l'ai reconnu Assez vite. en temps et lieu, donc j'assume. Voilà, avec Timothée Leroy que vous connaissez certainement davantage, Jacques Taléa c'était lui, Blue Orange aussi en part très active, c'est encore lui. Donc du coup, voilà, il y a une part de ludique et du monde que nous apprécions avec cet invité prestigieux, je le répète. Du coup, on a ici sur la table, tu nous as amené, et pour certaines ce sont presque des pièces de collection, alors là ça tombe bien, une collection privée. Tu disais hors caméra que parfois, du coup, tu en prêtes à l'un, il y en a une qui est partie, tu croyais l'avoir. Enfin, tu as réussi à tout garder en… Non. Hein, c'est ça. D'ailleurs, je ne suis pas… Enfin, certains joueurs sont fétichistes dans tous les domaines et collectionnent. Enfin, sont des collectionneurs aussi, ce qui ne les empêche pas d'aimer effectivement jouer. Moi, on m'a plutôt reproché d'être un mauvais père, s'agissant de mes créations. Et de donner même de les oublier, parce que quelqu'un qui est fondu de création dans quelque domaine que ce soit, pour des gens comme moi, c'est toujours la création suivante qui est la plus importante. C'est ça. Donc on a tendance à laisser de côté ce qu'on a déjà fait. C'est finalement le public des joueurs, des aficionados, qui de temps en temps oblige à ressortir et à mettre sur la table ce qu'on a déjà fait. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai fini par me résoudre à demander la collaboration d'un homme de l'art, d'un jeune homme de l'art, pour créer un site internet où l'éventail le plus large de ses créations sera disponible à nouveau. D'accord. Donc ça, on va y venir. C'est une des raisons pour lesquelles il y a cette émission, ce papotage avec Claude, des possibilités de retrouver les créations de Claude Leroy, presque à la demande. On y reviendra. La deuxième raison, et là, ce coup-ci, nous allons inscrire cette vidéo dans le temps. Nous sommes début 2018 et une des nouveautés chez Blue Orange, c'est pour ça que Claude est venu nous l'a présenté, c'est Kang. Ça arrive tout bientôt, début 2018. Voilà, vous savez maintenant comment est-ce que cette vidéo est inscrite dans le temps. À partir de là, nous allons pouvoir discuter. Alors en plus, Kang est deux fois lié à cette histoire de temps, en tant que nouveauté actuellement 2018, mais aussi parce que c'est une sorte de boucle temporelle qui vient parce que c'est JGS. Oui, c'est JGS au départ, etc. Et la date officielle de naissance de JGS, c'est-à-dire le jour où je me suis arrêté de tout changer d'un jour à l'autre, pour enfin arriver à une proposition définitive, c'est en 1984. Et en 1984, c'est la naissance de Timothée Leroy aussi. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, les deux sont Timothée à l'âge du JGS. Et voilà, il ne savait pas dans son berceau que son destin serait lié doublement, triplement. C'est le genre de farce que les parents adorent faire à des êtres sans défense. Alors du coup, pour repartir un petit peu, 1984, c'est aussi le moment où 84-85, le moment où JGS commence son histoire éditoriale. Ses premières éditions sont en bois, me semble-t-il. Alors en fait, c'est un destin protéiforme parce qu'il a connu, je ne sais plus exactement combien d'avatars, parce qu'il y a des séries vraiment très très limitées. Mais de l'auto-édition aussi. Il y a eu de l'auto-édition et il y a eu des éditeurs de la place qui sont… Le premier était en 1985, Basse et Basse, qui a proposé une édition qui rappelait un petit peu dans son présentation en bois un solitaire, parce qu'au lieu de kangourou ou d'anneau, c'était de façon très stylisée, de simples jalons. D'accord. En bois. Caméra déportée, avec les différentes tailles. On avait déjà
On avait Alors déjà les tailles. c'était très abstrait pour le coup. Hein. Ouais. Très abstrait. On est en 1983 aussi. Hein. En 84, je veux dire, on ne va pas Oui. non plus. Hein, Oui, voilà. il y avait encore des dinosaures à l'époque, oui, c'est ça que je veux dire. Non, pas du tout. Bon. Et effectivement, une telle présentation ne pouvait qu'encourager, je dirais, les joueurs à considérer que c'était pour les géomètres et autres mathématiciens. Hein. Voilà. Mais et en fait, cet exemplaire, j'ai eu la chance qu'on me refasse cadeau parce que je l'avais complètement moi-même oublié. D'accord. Et puis, alors on ne va pas aller trop loin, mais c'est juste que c'est l'historique aussi de Gigès. Il a connu sa version, puisque ça a été une des motivations pour Timothée, de dire, comment le dire d'ailleurs correctement, je veux pouvoir amener au plus grand nombre et sous une forme noble les jeux que tu crées, et donc entre guillemets avec Jacques Thaléa et les versions nobles, matière noble, cuir, etc. qui étaient utilisées. En fait, la version cuir avec des personnages donc qui se posaient comme ça. Oui. Des personnages donc qui étaient des anneaux, mais cette fois-ci des anneaux mis en forme. Oui. Alors là, tu les mets en équilibre précaire. Attends. C'est pour ça. Ouais. Vas-y, mets-le sur un plus solide. C'était donc des personnages qui étaient disponibles sur qui se déplaçaient dans un labyrinthe. Oui. Et donc les anneaux étaient déployés en 3 dimensions. C'est les anneaux en cuir, en fait, tout simplement parce qu'ils faisaient suite à la première publication du Mana, qui lui-même mettait en scène des personnages drapés dans des sortes de manteaux de cuir. Hein. Alors là, par exemple, la grille initiale du GS a été remplacée par un labyrinthe, hein, qui ressemble un peu à un carrelage andalou, hein, donc on voit que le thème de l'espace à traverser a connu un grand nombre d'avatars, hein, entre la grille du premier JS qui rappelait un peu un solitaire, les plots collés avec des anneaux, les plots fraisés dans la masse comme ici, hein, et actuellement donc le sable du bush australien, qui est arpenté, par des kangourous. D'ailleurs, le Kang actuel est décliné en toute petite série avec des kangourous montés sur ressort de cuivre. C'est celui-là, voilà, d'accord. C'est celui-là, et qui est, bon, là c'est en quelque sorte une variation sur le thème du kangourou. Voilà, fondé sur le principe que ce sont des animaux montés sur ressort, comme chacun le sait. D'accord. Et en même temps, pour faire la soudure avec la tradition, le socle est un anneau. Et gardé en anneau, rappelant cette part historique. Voilà, ce qui rappelle l'anneau d'Igès. D'accord. Donc c'est cette histoire-là qui démarre, y compris d'ailleurs avec Timothée. 1984, moi je note, histoire d'aller, tu en as parlé tout de suite, par rapport à l'aspect cuir que l'on retrouve dans l'autre édition de Gigès qui du coup est de 2007. Mais avant ça, il y a eu Mana, me semble-t-il, 1987, ou est-ce qu'il y en a entre les deux que j'aurais oublié? En fait, ces premiers jeux doivent leur existence à une institution maintenant bien établie, mais qui a révolutionné le monde du jeu lorsqu'elle a été créée. Je veux parler du concours international de créateurs de jeux de Boulogne-Billancourt. Elle a permis à une génération de créateurs de jeux qui n'avaient pas forcément trouvé un éditeur, ou en tout cas l'espace économique pour se développer, d'être distingués donc par un jury d'experts ou d'amateurs. En tout cas reconnus. Reconnus, oui. Et d'exister à la face du monde. Alors c'était très important parce que cette génération de créateurs, bon, il y a eu les créateurs, en 84, JS a eu le gobelet d'or. Le Blaise Müller a eu le dé d'or avec Quarto. 2 années plus tard, les créateurs d'Abalone arrivaient en pleine lumière. Une belle portion. Voilà, et donc c'est d'un seul coup, il a été prouvé à la face du monde que de nouveaux jeux abstraits pouvaient coexister avec les grands classiques, les dames, les échecs, le go, l'hôtel reversé, etc. Ce qui n'était absolument pas évident à l'époque, parce qu'à l'époque,
on considérait que l'espace des jeux abstraits était un espace fini. Hein, que toutes les... tout avait été fait. Tout avait été fait, tout avait été dit. Bon, il n'y a pas que dans le domaine du jeu qu'on a pu être tenté. Voilà. Oui. Mais d'un seul coup, il y a un appel d'air pour les créateurs, et cet appel d'air n'a jamais cessé, puisque maintenant, il n'y a plus de création. Le nombre de jeunes créateurs de jeux est prodigieux. Et pour les vétérans comme moi, la question, oui. Quel sentiment on se dit que on a été les pionniers. Oui, les pionniers, ce qui ne veut pas dire qu'on a un mérite particulier, puisqu'on le doit à ce concours de circonstances, mais on se dit qu'on n'a pas été qu'un épisode, et que c'est une nouvelle histoire qui a commencé. D'accord. Alors, on en a vu certains, ils sont passés de fait par Jacques Taléa. Timothée les présentait à Cannes. Cannes où tu es régulièrement, me semble-t-il, très régulièrement. Pas très régulièrement, mais ça marche. Oui, disons que je suis allé à Cannes en 88, mais à l'époque où le Festival de Cannes n'avait absolument pas cette dimension-là. Et on m'avait fait le grand honneur de me donner l'As d'or du meilleur inventeur. C'est le premier As d'or distribué. Évidemment, il n'avait absolument pas les conséquences économiques de maintenant, parce que la concurrence est beaucoup plus rude Je veux bien le croire. Actuellement, mais d'une certaine manière, on m'a permis de m'inscrire en quelque sorte dans cette prestigieuse continuité. Et surtout, c'était un fabuleux encouragement, puisque cette forme de reconnaissance est évidemment utile, voire indispensable. Et maintenant que Timothée, avec la bande de Blue Orange, est présente journellement, année après année, à Cannes, je parasite leur stand. En toute. Fiston, tu me fais une place? Oui, bon, d'accord, allez, papa, viens. en toute impunité, je ne me gêne pas. D'accord. Et c'est l'espace où je peux effectivement rencontrer les gens qui s'intéressent aux jeux abstraits, en tout cas aux miens, pendant quelques jours, quelques heures. Simplement, il se trouve que je me suis dit que plutôt que d'être obligé de me déplacer de festival en festival à mon grand âge, je pouvais présenter mes créations dans un espace qui me permettrait d'être moins nomade, l'espace d'un site internet. Alors, il s'appelle il s'appelle cosmoludo.com. Cosmoludo.com. Il est en train d'être ouvert au public. D'accord. Donc, cosmoludo.com est consacré aux créations de Claude Leroy et permet même, si j'ai bien compris ce que tu m'expliquais, permet même de s'en rendre acquéreur, y compris sur des versions un peu, comment dire, de luxe. De luxe, non, parce que je n'ai pas surtout que les pré-séries, les fins de pré-séries qui vont être présentées, ont parfois été entièrement fabriqués de mes mains. Et je ne prétends pas être un artisan. De luxe. Ah non, certainement pas. Mais ces fins de pré-séries qui sont proposées sur le site vont être relayées par des séries, elles, manufacturées, mais dans des matériaux proches de ceux utilisés précédemment. Donc il va y avoir un relais, une continuité. En fait, cette proposition, elle est liée aux demandes qui me sont faites régulièrement de gens qui me signalaient que tel ou tel... Vous ne trouvez plus tel jeu, voilà, tel jeu, il était évidemment plus dans le circuit. Comment faire pour l'avoir? Et finalement, avec donc un jeune infographiste de talent, qui s'appelle Tom Delahaye, pour ne pas le nommer. Eh ben voilà, c'est fait, voilà. Tom. Qui a lui-même le goût de l'innovation plasticienne, qui a des exigences esthétiques qui rencontraient les miennes. Donc non seulement il a pu créer un site correspondant à mes vœux, mais lui-même peut designer de nouveaux modèles pour certains de mes jeux, les numériser pour les proposer à la découpe de certaines usines, etc. Et donc, c'est un nouveau chapitre de l'histoire qui commence pour moi.
et qui soit lié au talent de la jeunesse et de l'esprit d'initiative, c'est pas fait pour me déplaire. Hein. Mais du coup, alors comment c'est rigolo parce qu'on va passer de cette nouvelle possibilité, proposition pour faire vivre tes créations par le site. Oui. Hein, et en même temps, avec Blue Orange, donc avec Timothée également. Donc du coup, JGS, on l'a dit, hein, boucle avec Kang, mais en lui donnant une touche. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'aurais tendance à dire moderne, mais ça serait faux parce que ça veut dire que les autres ont une touche ancienne. C'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait que je le dise, donc le mot de vocabulaire n'est pas forcément bien choisi, mais une illustration, un univers qui pourrait lui ouvrir un peu plus facilement. Tu le disais tout à l'heure, il y a un petit côté sur les jeux en disant « oui, c'est pour les architectes ou les mathématiciens, donc j'ai l'impression que ce jeu n'est pas pour moi ». Là, en l'occurrence, avec les kangourous qui sautent et qui se boxent dans le bush, on se dit oh, « ça va être drôle, tiens, on va y jouer ». Oui, il y a les deux. Oui, c'est un problème beaucoup plus vaste qui est quasiment idéologique, en tout cas sociétal, qui veut que ce qu'on appelle le grand public est pratiquement invité à se méfier de tout ce qui paraîtrait intellectualisant. Voilà, trop intello, etc. Alors que, bon, il y a effectivement des jeux sophistiqués qui demandent un investissement particulier. Mais il se trouve que un jeu comme par exemple effectivement le Kang peut être joué à différents niveaux et on a pu constater avec des enfants de 8-9 ans, hein, on a pu constater que très intuitivement, il l'appréhendait. Il l'appréhendait et il se l'appropriait sans aucune difficulté. Donc il y a un désir de montrer que le jeu réputé abstrait peut être aussi mis à la portée du plus grand nombre. Oui. Et pour y jouer avec le plaisir que chacun voudra bien y mettre. Voilà. Intuitivement, en tentant des choses, et quitte à d'ailleurs apprendre. Je ne veux absolument pas gâcher les autres émissions sur lesquelles nous avons pu jouer à Kang, mais quitte à perdre, tant pis, on a perdu, mais on a tenté des trucs. Oui. C'est ça qui est plaisant aussi, quoi qu'il en soit. De toute façon, bon, si on se met à jouer à des jeux, c'est pour créer un espace où on a le droit de perdre. C'est ça. Et on apprend à perdre. Parce qu'on vit dans une société une société de winners, hein, pour le prononcer à la française, et où malheur à celui qui lose. Voilà, malheur à celui qui lose, oui. Et non seulement malheur à celui qui lose dans le regard des autres, mais dans le regard, dans l'estime de soi. Et ça, il n'y a rien de pire que ça. Or, ce qu'il y a de merveilleux avec le jeu, c'est que on peut jouer, on peut perdre, on peut gagner ensuite. On vit en plusieurs dimensions puisqu'on superpose à la réalité linéaire, on superpose d'autres univers virtuels, ceux-là, où on apprend à fonctionner autrement. Et quelqu'un qui a le sens du jeu, c'est exactement comme quelqu'un qui a le sens de l'humour. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui met de la distance par rapport aux réalités du vécu. En jouant à un jeu, on peut mourir symboliquement pour mieux renaître. Dans la vie réelle, c'est un peu plus compliqué. Oui, je ne te le fais pas dire. Si je listais un petit peu, alors on a parlé de JGS 84, Mana 87, il y en a certainement que je vais avoir oublié, Escamp en 87 aussi, Kenji… En fait, Escamp, Mana est un avatar de Escamp. D'accord, oui. ok. C'est pour ça d'ailleurs que quand on me demande le nombre exact de mes jeux, c'est pas par coquetterie, mais j'ai du mal à répondre, parce que certains jeux qui apparaissent comme distants ne sont en réalité que la continuité, le prolongement d'un jeu existant, d'un jeu préexistant. Il y a des noms aussi qui résonnent. Je pense à Kansin, Full Moon aussi, qui n'est pas présent ici, mais qui est dans la collection Pocket, de joueurs aussi, qui est un jeu d'alignement, parce que c'est vrai que les jeux abstraits se classent en plusieurs familles. Il y a des jeux de mouvement, comme c'est le cas du Kang, comme c'est le cas du Mana. Il y a des jeux d'alignement, comme c'est le cas du Tumai, qui est présent ici. Comme c'est le cas du Kenj, que je n'ai pas apporté ici, qui se joue avec des galets. Kenj, il y a eu 4 versions, 2011, 2012, 2014, 2015.
Avec différents oui, cages. oui, parce que à partir du moment où on fonctionne par série limitée de fabrication artisanale, on a cette grande liberté. Parce que si, quand on travaille sur un produit qui est au minimum tiré à 5000 exemplaires, 5000 boîtes, 10 000, etc., et qu'on explique à l'ami éditeur qu'il y a un léger détail qu'on voudrait changer, l'ami éditeur cesse d'être un ami. Un ami, oui. Et effectivement, et on vit dans un monde de plus en plus dangereux. Alors avec la souplesse que donne le fonctionnement par petite série, on a beaucoup plus de liberté, et en même temps, il se trouve qu'il y a un certain public qui ne demande pas mieux que de découvrir effectivement des variantes et cette souplesse d'utilisation. D'accord. Comment est-ce que on parlait de jeux abstraits, et donc du coup, on aurait peut-être à tort tendance de dire jeu abstrait, ça veut dire que grosso modo, on part de la mécanique et quasiment purement de la mécanique. Est-ce que tu opposes automatiquement, enfin pas opposer, est-ce que tu mets sur deux pieds la mécanique et le thème? Est-ce que le thème ne t'apparaît pas un petit peu anecdotique parce qu'en l'occurrence, effectivement, il va y avoir un jeu de déplacement ou un jeu d'alignement? On peut le croire parce que bon, un jeu est comme un programme, il y a un algorithme. Oui. Et il y a une réalité mathématique dans sa conception. Mais pour autant, on aurait tort de croire que n'importe quel thème peut être plaqué sur n'importe quel jeu abstrait. Par exemple, le mana, dont la dernière incarnation, la nouvelle incarnation est visible ici. Là, 3D. Après, Elle sera sur attends, redis-moi le nom du site. Sur Cosmoludo. Elle sera sur Cosmoludo? Oui, oui. Ça sera la dernière incarnation, celle qui est là-bas. La nouvelle incarnation. Alors, 3D. C'est un jeu pour lequel j'ai choisi une thématique japonisante. C'est-à-dire qu'on a des samouraïs qui se mettent au service d'un daimyo, donc j'ai appelé les renins. Voilà, celle sur laquelle on arrive à l'image. Voilà. Et ils sont supposés protéger le renin. Or, il se trouve que j'ai choisi ces thématiques japonaises parce que ces pièces-là sont l'objet d'une tension entre la liberté individuelle et une loi très contraignante. Or, dans l'histoire de la société japonaise, cette tension est permanente. C'est-à-dire que il y a des individus remarquables, mais en même temps, il y a un devoir d'obéissance. Pour le bien du plus grand nombre, entre guillemets. Oui, et si bien qu'il y a un jeu entre la contrainte sociale et puis l'initiative individuelle. Et toute la problématique du mana est d'arriver à échapper, à trouver un espace de liberté pour pouvoir oublier la contrainte et gagner une liberté qui permettra de gagner. Le mana, ici, avant, le mana était un dispositif qui venait coiffer les pièces. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je manipulais la petite graine, entre guillemets, qui se posait sur le chapeau. Là maintenant, c'est un oiseau, l'oiseau mana, qui va se mettre, après chaque coup, en face du type de case sur lequel l'adversaire est arrivé. Et simplement, il y a des circonstances où on peut désobéir à l'oiseau mana. Et à ce moment-là, on peut utiliser cette fenêtre de tir pour initier une situation totalement inattendue. Et déstabilisante pour l'adversaire. Il faut déstabiliser l'adversaire lorsqu'on joue à ce type de jeu. Donc, cette thématique japonaise pourrait sembler anecdotique. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Elle correspond finalement à des connotations anthropologiques. Alors, très bien, merci pour la transition, parce que depuis tout à l'heure, je vais l'avouer devant vous, c'est la première fois que nous nous rencontrons in vivo, enfin en chair et en os, en ayant découvert les jeux que tu as créés et maintenant en t'en entendant parler, j'ai l'impression, et c'est pour ça que je pose la question, qu'il y a un aspect, alors sociologique, philosophique, ou peut-être même un petit peu au-delà, dans la création, ou en tout cas dans ce que tu y insuffles, sur les notions de liberté, d'individuel, parfois pour mieux se défendre, il faut attaquer. Tout à l'heure, les mouvements, la liberté que te permet le mouvement sur les différentes pièces à Kang, est-ce que c'est quelque chose qui habite la création pour toi, ou est-ce que ça vient
après, comme parfois un poète, en écrivant un poème, l'écrit parce qu'il ressent quelque chose, et tout d'un coup, il se rend compte que ça porte du sens bien plus que ce qu'il ne croyait au départ. Bah, en fait, quand on s'intéresse, même sans être forcément créateur de jeu, quand on s'intéresse à l'histoire du jeu, on s'aperçoit que les jeux modélisent forcément des réalités sociales contemporaines. Dans l'histoire du jeu d'échecs, par exemple, comme dans tous les jeux à cases, il y avait des dés. Hein. Donc c'était des jeux divinatoires. Quelqu'un qui gagnait, il n'était pas quelqu'un qui prouvait qu'il était plus intelligent que l'autre, mais il prouvait qu'il était protégé par les dieux. Par des instances supérieures. Ou par les instances supérieures pour ne pas les appeler. De quelques noms qu'on leur donne. Et ils étaient d'autant plus prestigieux. Et ils étaient heureux. On les félicitait d'ailleurs de nos jours. On félicite encore le gagnant du loto, alors que son mérite est relatif. Il a simplement joué. Mais ça veut dire qu'il a été désigné par une instance supérieure. Oui, et donc il est officiellement heureux. Voilà. Et c'est le cas aussi. C'est beaucoup plus fréquent que de gagner au loto. Lorsqu'on met un enfant au monde, on félicite les heureux parents, parce qu'on considère que c'est une grâce qu'il aurait faite. Hein. Et je suis bien d'accord avec cette idée. Donc, lorsque les échecs ont été importés d'Orient, du Proche-Orient, en Europe, au Moyen-Âge, comme l'Européen s'est toujours vanté d'être un individu capable de modifier les situations de par sa propre volonté, les échecs sont devenus un jeu qui se passait donc des dés, qui se passait du paramètre du hasard, à tel point, et c'était excessif, qu'il est devenu une sorte d'étalon du quotient intellectuel, ce qui est vraiment excessif, puisque malheureusement, la mémoire et l'apprentissage par cœur du jeu, des ouvertures, etc., le parasite trop souvent. Mais en tout cas, il y a forcément une dimension anthropologique, c'est pas moi qui l'introduis, surtout à partir du moment où on s'intéresse à des jeux abstraits. Simplement, ce qui rend la création ludique intéressante à mes yeux, c'est qu'elle est transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on s'intéresse à certains modèles mathématiques, eh bien, on s'intéresse à l'histoire des mœurs, on s'intéresse à des phénomènes idéologiques, et on essaye de refléter dans les situations ludiques des réalités, sinon morales, mais en tout cas de fait. Nous avons joué au Mana ce matin et nous sommes aperçus qu'une pièce isolée, livrée à elle-même, était sans force. Techniquement, on appelle ça l'enfant perdu. Et qu'il fallait qu'elle fasse partie d'un réseau pour gagner en puissance. C'est ça. Pour gagner en puissance. Et d'ailleurs, être plus que sa simple force à elle. Voilà. Elle est le résultat de sa mise en réseau. Son potentiel résultat de sa mise en réseau. Ici, il a un jeu qui s'appelle le Gambo. On voit le Gambo, attends, je regarde mes notes. Gambo. 2003, mesdames et messieurs. Le Gambo, c'est celui qui est ici avec les pièces, les petits chats. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'était le petit chat. Alors, ce sont des silhouettes qui évoquent des personnages masqués, avec des masques de chat, de rat ou de souris, comme on voudra, et d'éléphant. Alors là, je suis parti d'un jeu existant, traditionnel, qui s'appelle le jeu de la jungle, qui présente la particularité de proposer une hiérarchie cyclique. C'est-à-dire personne n'est le plus fort dans l'absolu, mais l'éléphant écrase le chat, qui mange la souris, mais la souris fait peur à l'éléphant. Donc, en fait, on n'est jamais le plus fort, tout dépend de qui se trouve en face. Voilà. Et en fait, dans la réalité actuelle, qui n'est plus une réalité codifiée par une hiérarchie intangible, genre féodal, cette réalité-là est plus que jamais d'actualité. Donc j'ai imaginé un jeu dont le principe est celui de la bataille, c'est-à-dire des duels, mais simplement dans la bataille, on réserve au sort le soin de gérer la confrontation et le gagnant. Et le gagnant. Alors que là, selon la case sur laquelle on arrive, on sait que l'on va affronter telle ou telle pièce. Les pièces la plus proche à droite ou la plus proche à gauche, etc. D'accord. Et on va jusqu'à épuisement donc, de l'effectif
adverse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir de sacrifier volontairement le gain de plusieurs duels, Oui. parce que dans la règle, il est dit que contrairement à ce qui se passe aux cartes, quand on a gagné un pli, on a la main, c'est l'inverse. C'est celui qui a perdu qui garde la main. Qui garde la main. Si bien qu'on arrive à une dynamique sacrificielle où on peut renoncer provisoirement au gain d'un duel pour pouvoir... Pour la main et plus tard... créer une situation gagnante. Donc là aussi, on n'est pas dans un mécanisme simplement abstrait, on est, je dirais, dans une tentative de modéliser des réalités de la vie véritablement vécue. C'est à partir de là que ça devient, pour un créateur de jeu, que ça devient intéressant. Ouais, alors, ça met du sens au-delà même du sens peut-être parfois de la création première. Est-ce que je vais me permettre d'aller un petit peu plus loin dans la curiosité qui me fait défaut, non, qui ne me fait pas défaut d'ailleurs. Est-ce que tu ne joues qu'aux jeux que tu crées ou tu papillonnes, tu as joué à d'autres jeux, d'autres types de jeux? Alors, au départ, j'étais joueur d'échecs et un peu problémiste d'échecs. Et la volonté de créer était liée à une forme de frustration très particulière. C'est-à-dire que les échecs sont un jeu donc, où la position a une importance, mais le matériel compte aussi beaucoup. C'est-à-dire que si, par inadvertance, on perd une pièce, genre tour ou dame, on a peu de chances de... Et donc, il y a un côté jeu d'extermination. C'est la raison pour laquelle, bon, le Kang en est l'exemple, je suis parti à la recherche de ma baleine blanche. Je voulais créer un jeu où seule la position des pièces importerait. Et on n'est jamais en état d'infériorité numérique pour la bonne raison que les pièces sont à tout le monde. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Et donc, j'ai effectivement utilisé mon expérience de joueur pour me créer des occasions de chercher autre chose. Même chose aux cartes. Les jeux de cartes sont des jeux où la donne initiale a une grande importance, que les gens qui jouent au bridge et qui font des concours de bridge parviennent à relativiser, puisqu'en tournoi, ils jouent successivement avec les mêmes donnes. Mais enfin, ça demande un dispositif très particulier. Bien particulier. Mais dans un jeu comme, par exemple, le Gambo, dont on vient de parler, eh bien, la donne, il n'y a pas de donne qui crée une supériorité, un avantage initial. C'est-à-dire que c'est selon la façon dont on va l'utiliser que le jeu va prendre son, enfin que la valeur de son coup va prendre son sens. Voilà. Ouais, d'accord. Donc j'ai effectivement été stimulé par les jeux. Bon, le paradoxe des jeux abstraits, c'est que c'est un univers où le nombre d'éléments est relativement réduit, ce qui fait que, et j'observe le phénomène chez beaucoup de jeunes créateurs et ça me fait bien plaisir, beaucoup, en dehors de tout esprit de rentabilité économique à court terme, ce qui serait une erreur, mais beaucoup éprouvent le besoin de se lancer dans cette quête du Graal, qui est la création d'un jeu abstrait original. Parce que ça, pour eux, ça fait sens et qu'il y a une sorte de noblesse qui s'attache à ça. Et je dois dire que voilà, moi, ça me fait plaisir de constater chez ces auteurs cette motivation-là. Cette même motivation. Ce qui ne les empêche pas de créer, d'autre part, d'excellents jeux de très grand public qui offrent de belles histoires. Voilà. Oui, et puis des parties endiablées & Est-ce que la profusion dont actuellement on parle un petit peu dans le petit microcosme qui devient de plus en plus macrocosme, et d'ailleurs de plus en plus industriel, on a quitté le domaine un petit peu artisanal dans le jeu de société. Est-ce que cet aspect-là, avec le côté un peu industriel, éventuellement même rentabilité, voire même communication et marketing, est-ce que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû, alors je pose la question un peu de but en blanc, elle est peut-être un peu naïve, n'aurait pas dû entrer dans le jeu de société pour le laisser, je ne sais pas s'il faut dire pur de tout ça, de tout côté mercantile, ou non, c'est une évolution classique normale et puis c'est tout, il n'y a pas à oui, quoi que ce soit. Autant souhaiter la fin du capitalisme. Voilà, pan, pif, paf, allez, c'est fait. Non, mais je veux dire que quelque part, il y a quelque chose de sain d'ailleurs dans le fait
que certains jeux permettent à ceux qui les produisent et ceux qui les financent de gagner de l'argent. Parce que si c'était une activité à perte et uniquement pour la beauté du geste, eh bien, ça serait le marginaliser totalement. Ce qui compte, c'est pour chacun de savoir quel type de satisfaction il attend, voilà. D'accord. Et c'est un monde suffisamment diversifié, suffisamment étendu, pour que tout le monde y retrouve finalement, il trouve... chaussures à son pied. Voilà, il trouve chaussures boîte de jeu à ses mains ou à sa ludothèque. On a parlé un petit peu de l'histoire qui a traversé, qui nous arrive jusqu'à Kang et jusqu'au site qui permettra de retrouver justement ces créations en plus petites, en pré-série, en série. Et alors justement, c'était la question, impeccable, à croire qu'on a travaillé notre déroulé. En termes de création, donc là, Kang JGS revient. Les nouvelles créations de Claude Leroy seront sur le site ou tu continueras de les proposer à des éditeurs? Elles seront sur le site, c'est pas contradictoire d'ailleurs, mais le site permet en même temps un champ d'expérimentation sans risque. Alors que, encore une fois, un éditeur qui veut proposer au grand public un nouveau jeu est amené à faire un nombre d'investissements qui pourrait le mettre en danger si effectivement... C'est un risque. Oui, il y a toujours un risque quand on se lance dans quelque chose de radicalement, nouveau. Mais ma nouvelle baleine blanche, ce sont... Ça y est. Oui, parce que Moby Dick meurt et ressuscite. Le capitaine Ahab est de retour. Oui, le capitaine Ahab, en réalité, on le croit mort, mais il est toujours là. Il est toujours là, oui. Tant mieux, pour lui en tout cas. Mais j'ai longtemps cru, je le professais même comme un dogme, fort de mon expérience, qu'un jeu de stratégie ne pouvait être qu'un jeu à deux. Pourquoi? Parce que dès qu'on est 3 ou 4, il y a un paramètre diplomatique qui intervient, puisqu'il y a une coalition de fait possible. Tout à fait. Et les circonstances ont fait que je me suis demandé si, par hasard, et le diable s'en mêlant, il n'était pas possible de créer des jeux à 3 ou à 4 correspondant, obéissant au mécanisme d'un jeu de stratégie. C'est le cas, par exemple, du Toumaï, qui se joue à 2 ou à 3. Et il y a un nouveau qui est là, et il y a un jeu qui n'est pas encore présent ici, et qui est encore, dont le design est encore à l'étude, qui va se jouer à 4, dont le nom de code pour l'instant est Jeans of the Lake, l'histoire de Jean, architecte, qui construisent des tours de rêve sur le reflet des étoiles sur un lac au milieu d'un oasis. Et c'est l'association entre deux joueurs contre deux autres est fondée sur le fait qu'ils peuvent avoir des intérêts communs en restant rivaux. C'est-à-dire que s'ils peuvent préférer faire gagner leur partenaire parce qu'ils vont prélever une partie de ses gains. D'accord. Mais ils ne gagneront pas ensemble. Il n'y en a qu'un qui gagnera. Qui va gagner en fait. Parce que ils seront partagés entre l'esprit, entre l'idée de faire profiter leur partenaire et profit commun et gain individuel. Et victoire individuelle. Et victoire individuelle, à peser le pour et le contre. Et ça permet, parce que dans un jeu de stratégie, tout est sur la table. Il n'y a rien de caché. Information ouverte. Et il n'y a pas de dés. Donc du coup, dès le moment où on est plus de 2, on peut se demander si tout est visible, s'il n'y a rien de caché. À quoi ça rime d'être effectivement 3 ou 4. À partir du moment où on se demande dans quelle mesure on va partager le gain ou le conserver pour soi, ou favoriser même l'adversaire pour que l'autre qui a trop gagné ne gagne pas plus, à ce moment-là, on entre dans un autre ludem, dans un autre concept ludique qui permet effectivement de jouer à 3 ou à 4 sans déflorer l'intérêt. C'est ça, tout en étant jeu de stratégie. Donc il va y avoir avec de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves à atteindre, de nouveaux pays à explorer pour Claude Leroy, de nouveaux jeux à venir, sans compter
On va le redire avec le site, tous ceux que vous auriez pu, que vous pourriez vouloir découvrir. Je garde encore 2 petites questions, je vais essayer de faire vite parce que sinon forcément on peut aller très très loin. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs dont tu suis les créations parce que, je ne sais pas, parce qu'elles te plaisent ou parce que le propos de leur création est… Enfin voilà, est-ce que dans le domaine ludique, il y a des auteurs dont tu apprécies les créations? Ah oui, il y en a beaucoup, en tout cas ceux que je connais, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Oui. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse justement dans le parcours et la démarche des autres auteurs, c'est la grande diversité de leur façon de faire. J'admire beaucoup, par exemple, le travail de Bruno Catala, qui a une démarche extrêmement fertile, parce qu'il est capable de choisir dans des jeux traditionnels certains paramètres, d'en isoler un parmi les jeux existants, et de réunir entre eux des ludèmes qui auparavant étaient séparés, et de produire, ce faisant, quelque chose de totalement original. Ouais. Et c'est quelque chose qui tient finalement du tour de prestigisation, hein, c'est-à-dire que et on s'étonne de ne pas y avoir pensé auparavant. Ouais, voilà. Un petit peu de pouf pouf, le voilà. Et voilà. Et comme il rencontre, l'expérience le prouve, l'adhésion des joueurs, une immense adhésion des joueurs, puisque avec Blue Orange, édité par Blue Orange, il a donc gagné le prix de l'année le Spiel des Jahres avec King Domino en Allemagne. Oui. Et il est la démonstration qu'il existe quantité de possibilités de démarche. D'autres ont l'idée d'adapter des jeux traditionnels et qu'on pourrait croire désuets à notre réalité en trouvant l'élément qui va d'un seul coup le rendre actuel. Enfin, en fait, l'espace est infini et il n'y a pas que des concepts mathématiques qui soient la clé de quelque chose de nouveau. Je pense que ça dépend de la personnalité du créateur, de ce qu'il cherche, de ce avec quoi il se fait plaisir. Moi, il se trouve que, en dehors de mon parcours de créateur de jeux, je suis helléniste, donc j'ai enseigné les lettres classiques, le latin et le grec, et donc j'ai toujours été impressionné par la puissance d'évocation des mythes. Mais je me suis aperçu que lorsqu'on voulait donner à un jeu un prolongement, qu'on voulait faire en sorte de rencontrer la sensibilité du plus grand nombre, s'adosser à un contexte mythologique était une bonne idée. Mon jeu qui s'appelle le Pantarei, par exemple, convoque… On a vu, alors, la boîte est ici. Et minimaliste. Elle est minimaliste. Noir et blanc. Noir et blanc et tout. Et attention, voilà, c'est le serpent qui est un petit peu sur la table ici. Et voilà. Et lorsque quelqu'un qui aborde le jeu découvre le thème, eh bien, il lit d'abord que le serpent cosmique, le grand serpent cosmique, dont tout le monde connaît l'existence, est en passe d'entrer dans une ère nouvelle. Mais pour que cette ère nouvelle puisse arriver, il faut qu'il s'enroule 7 fois autour de lui-même. D'accord. Et donc, comme il ne peut pas faire sa propre initiative, il faut que quelqu'un vienne l'aider. Et en réalité, cet enroulement se fait simplement en superposant certains de ces anneaux. D'accord. Hein. Et le joueur qui arrivera à aider le serpent cosmique en question à s'enrouler 7 fois autour de lui-même, et en même temps qu'il est confronté, je dirais, à des impératifs tactiques et stratégiques, est supposé concourir à un événement cosmique. À une nouvelle ère. Voilà, à une nouvelle ère. Et il y a toujours cet arrière-plan mythographique qu'on retrouve dans les tarots, par exemple, si on explore l'histoire des tarots, etc., qui est un jeu divinatoire aussi au départ. Il y a cette idée que chaque fois qu'on remplit un contrat, on participe à sa propre échelle à l'histoire universelle. C'est ça, à quelque chose de plus grand. Voilà. Et puis, ça fait aussi peut-être, à vous de nous dire, vous qui nous écoutez, partie aussi d'apprécier. Alors, quand je dis se raconter des histoires, je ne parle pas d'un côté
conte, fable, ou en tout cas dénué de pourquoi tout pas? intérêt. Mais, oui, tout à fait. Mais le fait de se raconter ces histoires-là, de participer à quelque chose d'un petit peu plus grand aussi, fait partie du plaisir du jeu et de tous ces jeux qu'on apprécie pour se raconter ces petites histoires. La dernière petite, la dernière, sauf si je te laisse, Claude, bien évidemment, le mot de la fin, et on rappellera un petit peu aussi le nom du site pour ceux qui veulent retrouver l'ensemble des créations anciennes et à venir de Claude Leroy. C'est par rapport à tout ce qui peut du coup se faire en jeu. On en parle un petit peu en ce moment. Est-ce que tu considères que le jeu, la création ludique, relève de l'artisanat, relève de l'art? Comment est-ce que certains auteurs se posent la question en disant oui, on est un petit peu, c'est un domaine artistique de création et donc du coup on est des artistes, on crée de nouvelles choses, pas forcément ex nihilo bien sûr, et puis d'autres disent bah, non, c'est plutôt de l'artisanat parce que comme tu le disais, on prend des éléments mathématiques préexistants, des cartes, des dés, puis on les arrange un petit peu à notre sauce. Est-ce qu'on considère que la cuisine, un cuisinier qui fait une recette en inventant et en rajoutant un petit peu de ceci, un peu de cela, est un artiste ou pas? Comment est-ce que tu vois les choses sous cet aspect-là? Une des caractéristiques fondamentales de la société dans laquelle nous vivons, c'est la porosité entre les différentes disciplines. Maintenant, les champs disciplinaires avant étaient extrêmement compartimentés, et maintenant on se trouve sans cesse à la frontière entre. Effectivement, les cuisiniers, certainement sous une influence japonaise, se préoccupent par exemple des couleurs des plats qu'ils vont proposer, de l'harmonie entre les couleurs, etc. Et ben il y a quelques années, on aurait trouvé ça incongru. Un créateur de jeu qui se préoccupe du design de ses pièces, effectivement, et se pose à lui-même des préoccupations d'ordre esthétique qu'un graphiste pourra se poser. Et en même temps, il le fait de manière évidemment ludique, puisqu'il ne se prend pas au sérieux, il ne se prend pas pour autant pour un grand peintre ou pour un grand innovateur, mais il est soumis à la nécessité de trouver la forme la mieux adaptée au mécanisme qu'il propose. Mais le mot, depuis, on voit que dans ce monde où n'existe pas que des grandes multinationales, l'artisanat revient à la mode. Et l'artisanat, c'est un espace de liberté, d'initiative individuelle à moindre coût. Et il faut encourager, effectivement, parfois de jeunes créateurs ou des gens qui aspirent à se livrer à ce genre de recherche me disent mais comment faire? En général, ils disent, comme quelqu'un qui veut se faire éditer, il veut faire éditer un livre, comment faire pour accrocher l'attention d'un éditeur? Je suis tenté de leur répondre, commencez par prouver par vous-même, par une activité d'ordre artisanal, que vous pouvez proposer quelque chose qui va intéresser des gens. Et c'est tout simple. Et à ce moment-là, on est son propre maître, on a un espace de liberté, et beaucoup de choses sont possibles. Il y a des dizaines d'années de ça, les artistes ne pouvaient pas produire sans une certaine mise de fonds et sans des mécènes. Par exemple, les sculpteurs travaillaient le marbre. Oui. Bon. Et maintenant, on voit des sculptures extraordinaires qui sont faites avec des matériaux très, très triviaux. Eh bien, on peut faire la même chose, évidemment, avec des gens. On peut faire des jeux avec des détournements d'objets qui seront d'autant mieux reçus quand on sera dans une logique de récup écologique. Qui va avec un esprit actuel aussi. Voilà. Donc, qui rejoint les hommes. En fait, le maître mot, actuellement, je pense que c'est dans une époque réputée féroce, impitoyable aux faibles et à ceux qui manquent de ressources, il y a quand même un espace de liberté prodigieux qui existe pour ceux qui acceptent d'en profiter. Profiter, d'en tenter l'aventure. Alors finalement, j'avais dit que c'était la dernière. Je suis désolé, Claude. Encore deux. Est-ce que, avec tout ce que tu racontes, avec toute cette expérience de 1984, parce que c'est celle qui démarre malgré tout quelque chose, y compris avec la naissance de Timothée qu'on retrouve et qu'on salue à distance avec la destinée qui l'amène jusqu'à Blue Orange, et ce n'est pas fini, bien évidemment.
1984 jusqu'à maintenant, il n'y a pas un moment où tu auras, où tu as, où tu voudrais écrire tout ça dans un bouquin de réflexion sur le ludique ou quoi ou qu'est-ce, la théorie des jeux, j'en sais rien. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on a parlé qui pourraient profiter, mériter, entre guillemets, à mon sens, d'être réfléchies, posées. Non, c'est pas… Bon, d'une part, il paraît que je suis un grand bavard. Alors ça, je ne sais pas qui a pu assumer une chose pareille. Hein. T'as vu, je me suis tu quasiment tout le temps, hein, je t'ai laissé. Voilà. Et donc, je ne me fais pas faute de m'étendre sur ce sujet. Hein. Et comme c'est enregistré, bon, sur certains supports. Mais c'est vrai que d'autre part, il y a un aspect du site dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais il se trouve que j'écris aussi. D'accord. Ça ne m'étonne pas. Et que sur le site, il est possible aussi de rencontrer les réflexions que sur tel ou tel sujet, qui sont ludiques ou plus loin. Notamment, bon, je m'intéresse beaucoup aux mythes en général et de leur rôle libérateur, je dirais, d'angoisse individuelle. Parce que le mythe, la tragédie, la littérature et l'art en général ont une fonction libératrice. Malraux disait que toute œuvre d'art réussir est un antidestin. Il voulait dire un remède à la fatalité, puisque l'angoisse que nous pouvons ressentir au quotidien est liée au fait que nous sommes condamnés à mort. Bon, à plus ou moins long terme. Mais à partir du moment où nous sommes en présence d'une création qui nous intéresse, et donc qui va en intéresser d'autres, on se trouve devant quelque chose qui défie la mort de l'individu. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle je m'intéresse effectivement aussi à la création littéraire, aussi à la mythologie en général. Et dans l'entrée de cosmoludo.com, initiale, qui est disponible en français et en anglais, il y a effectivement un choix entre les jeux et les textes. Donc effectivement, il y a une dimension verbale à ma préoccupation. D'accord. Puis alors le dernier, là pour le coup c'est pour moi, j'espère mesdames et messieurs que je ne vous occulte pas trop de temps. Quel est-il celui-ci ? Il ne me dit rien, ces petites plaquettes de bois et… Alors ça en fait c'est un jeu qui est inspiré par la thématique du goût. Mais évidemment, on voit tout de suite que par rapport à un gobang, on est dans un espace extrêmement plus réduit. Mais au Go, il s'agit d'encercler l'autre. En prenant garde, parce que les Chinois savent très bien faire ça, ils l'ont prouvé, que lorsqu'on croit encercler quelqu'un, on peut se retrouver. On se retrouve soi-même cerné de toutes parts. Eh bien, je me suis demandé s'il était possible de renouveler cet art de l'encerclement. Et tout est parti d'une réflexion un petit peu abstraite et un petit peu mathématique, qui est celle des cardinaux et des ordinaux. Nous utilisons la plupart du temps, dans notre monde moderne, les cardinaux, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, etc. En revanche, nous utilisons de moins en moins les ordinaux, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et j'imaginais un jeu qu'il fallait alimenter, avec des cases qu'il fallait alimenter de pièces, de pièces qui sont toutes apparemment semblables, et qui pourtant sont très différentes, mais on ne s'en rend pas compte. Je t'avoue que oui, tu m'intrigues. On ne s'en rend pas compte. Immédiatement, à première vue en tout cas. Spontanément. Alors en fait, ces pièces sont destinées à une certaine case selon leur numéro d'ordre. Là par exemple, j'ai un tas de 5. De 6. Ah, 6, pardon. Bon. La honte. Sur ce circuit, il y a des figures apparemment abstraites, mais qui ont été constituées des figures allant de la valeur 1 à la valeur 6. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord. Voilà. Et si l'on part d'un tas de 6, on est obligé de le mettre sur un 6. Et comme on doit jouer 3 fois de suite, ensuite, soit on va jouer deux autres 6, soit là, un 5 et ensuite un 4, etc. D'accord. Et donc, comme au Go, il faut encercler l'adversaire, mais
c'est un encerclement en 2 dimensions linéaires. Oui, tout à fait, d'accord. C'est-à-dire que, et lorsqu'on a capturé, si par exemple... c'est une capture de 1 ou de 2? C'est-à-dire que est-ce que si j'arrive à obtenir ça, je capture celui-là? Voilà, et celui-là est retourné comme à l'auto-reversi et devient est vassalisé, et cette case-là n'est plus accessible. Et à la fin, c'est celui qui a gagné le plus de pions. C'est un jeu de territoire comme le Go, évidemment beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que le Go, avec une case qui vaut plus que les autres, puisqu'elle donne, son contrôle donne 5 points de plus. Et tout est parti, donc le ludem, puisque pour qu'un jeu fonctionne et une existence, je dirais, à part, il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle un ludem, c'est-à-dire un mécanisme original. Et ce mécanisme original, c'est le fait, bon, il pourrait y avoir des 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur les pions, mais il est beaucoup plus, finalement, inattendu et novateur que la valeur d'un pion soit dépendante du groupe dont il est extrait. S'il est extrait d'un groupe de 6, il vaut 6. Et changeant d'ailleurs lui-même à son départ l'identité ou la valeur du groupe qu'il quitte. Parce que ce qui est intéressant, c'est lorsque dans un jeu, il y a des réactions en chaîne. C'est-à-dire que quand on bouge un élément, tous les autres éléments... C'est la pelote, on a tiré un fil et c'est un petit peu partout que ça s'appelle. On a l'histoire de l'aile de papillon, du battement d'aile de papillon, qui provoque. Etc., voilà. Mais en fait, on peut dire ça de tout ce que nous faisons au quotidien. Un geste n'est jamais insignifiant et engendre une série de... Et dans un jeu, disons, de stratégie, cette dynamique doit exister. C'est-à-dire que si on n'a qu'une juxtaposition de phénomènes indépendants les uns des autres, on s'ennuie. Il faut qu'il y ait une dynamique, il faut qu'il y ait un processus. Il faut qu'il y ait un processus. Un processus d'évolution. Voilà. Eh bien, voilà, on vous l'avait promis. On vient de traverser, pratiquement 30 ans d'histoire ludique. Et encore, on est remonté bien avant cela, puisqu'on a parlé des tarots divinatoires Co, du jeu d'échecs lorsqu'il était pratiqué avec des jeux de dés et que le gagnant était favorisé par ces êtres supérieurs. Nous, en tout cas, on va rester à notre niveau et remercier en tout cas, je vais remercier Claude. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. D'être venu nous partager cette part d'histoire. Je remercie l'équipe de Tritrac qui a l'immense avantage d'exister et de faire exister. Voilà, ce qui est encore peut-être plus beau. Père, merci pour ce retour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la page cosmoludo.com. Oui, qui est en passe d'être ouverte. Si ce n'est déjà le cas. Vous serez des pionniers, vous serez les premiers à découvrir. Les explorateurs. Du coup, pour voir un petit peu et les écrits et les propositions ludiques, les créations ludiques de M. Claude Leroy, que je remercie une fois encore d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça sortait un petit peu de l'ordinaire et ça ne m'étonne pas. J'espère que ça vous a plu. Je remercie Germain également pour nous avoir suivis jusque-là, puisqu'il a pu suivre un petit peu partout sur la table et ce n'était pas forcément évident. En attendant, on se retrouvera pour peut-être d'autres cosmogonies mythologiques ludiques dans d'autres émissions. À bientôt et encore merci Claude. Merci à vous tous. Ciao. Alors, il y a toujours, je ne sais pas si tu as déjà vu un film qui s'appelle Le Reptile de Mankiewicz.